Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici les titres qui vous seront développés. Le président de la République a rencontré donc la commission mixte djibouto-éthiopienne aujourd'hui. Et aux États-Unis, le froid polaire fait plusieurs morts. Merci à vous de nous rejoindre. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a reçu ce matin la visite d'une forte délégation djibouto-éthiopienne qui a participé aux travaux de la 15e commission mixte ministérielle entre les deux pays qui a été clôturée donc aujourd'hui. Plusieurs ministres djiboutiens, dont le chef de la diplomatie djiboutienne et une dizaine de ministres éthiopiens, dirigés par le chef de la diplomatie éthiopienne, Wolkinet Gebyehu, ont participé à la rencontre avec le président Guelleh qui a souhaité la bienvenue à la délégation mixte ministérielle djibouto-éthiopienne. Le président Guelleh a félicité les deux parties pour avoir finalisé et signé plusieurs accords destinés à renforcer la coopération et consolider l'intégration exemplaire entre les deux pays et ce, dans de nombreux domaines. La délégation a été introduite auprès du président par le ministre des Affaires étrangères djiboutien et qui était entouré donc de plusieurs ministres djiboutiens, dont le ministre des Finances, et des ministres de l'Énergie, du Travail et du ministre de la Culture, ainsi que le président des autorités des ports et des zones franches de Djibouti. Une forte délégation éthiopienne a participé à la rencontre avec le président Guelleh. C'est la première donc une délégation éthiopienne aussi importante participe aux travaux de la commission mixte ministérielle entre les deux pays, qui est un exemple d'intégration économique en Afrique et dans le domaine. Les accords signés portent sur plusieurs domaines de coopération, notamment le développement économique, social, culturel, mais aussi sur la sécurité. Les discussions ont porté sur les questions d'intérêt commun entre les deux pays, à savoir la politique, l'économie et le renforcement de l'intégration, avec le lancement des grands projets tels que l'énergie, les hydrauliques, ainsi que la circulation des biens et des personnes. Après la rencontre avec le président de la République, le ministre éthiopien des Affaires étrangères, Wolkinet Gebyehu, est revenu donc sur les différents points discutés avec le président et sur les contenus des accords de coopération signés ce matin suite à la clôture des travaux de la 15e commission mixte ministérielle djibouto-éthiopien. Le ministre éthiopien a précisé que c'est la première fois qu'il dirige une aussi grande délégation pour participer aux travaux de la commission mixte ministérielle djibouto-éthiopienne. Nous avons conclu plusieurs accords pour renforcer davantage l'intégration entre nos deux pays, a-t-il indiqué. Les relations d'amitié et de coopération qui unissent ces deux pays et les deux peuples sont très importantes. Nous pouvons affirmer, a poursuivi le ministre éthiopien, notre totale satisfaction en ce qui concerne les relations entre les deux pays. Je vous propose à présent de suivre l'intervention du chef de la diplomatie djiboutienne, Mahmoud Ali Youssouf. Essentiellement discuter des questions qui doivent rapprocher les deux pays, que ce soit en matière d'intégration économique, de maximisation de la performance des infrastructures et surtout d'essayer de régler les petits problèmes liés au mouvement des individus, des biens, des personnes, ainsi que la manière dont on envisage l'avenir de ces relations. Il faut le répéter et on ne le répétera jamais assez. Les relations entre Djibouti et l'Éthiopie sont extraordinairement importantes pour les deux pays. Nos économies sont tellement interdépendantes qu'il est important que les décisions politiques soient en avance par rapport aux attentes de nos populations et planifiées pour éviter les problèmes futurs. Pendant les 2 derniers jours, nous avons beaucoup parlé des obstacles administratifs, bureaucratiques et autres qui empêchent cette fluidité dans les interactions entre donc les opérateurs djiboutiens et les opérateurs éthiopiens et faire en sorte que cette fluidité puisse être institutionnalisée. Nous avons également beaucoup discuté des questions politiques dans la région. Vous savez que la situation au Soudan est assez préoccupante. En Éthiopie aussi, il y a quand même des questions importantes intercommunautaires qui sont à l'ordre du jour. Nous avons également la Somalie. Beaucoup de questions. L'Érythrée et Djibouti, le rôle de l'Éthiopie dans le rapprochement et la normalisation entre l'Érythrée et Djibouti. Toutes ces questions ont fait l'objet d'entretiens, de discussions et de délibérations approfondies. Et poursuivant, le porte-parole du gouvernement, Mahmoud Ali Youssouf, a précisé que les relations entre Djibouti et l'Éthiopie est un exemple d'intégration économique réussie que le continent africain prend comme exemple. On l'écoute. La question du gaz pipeline qui est très important, sur lequel on a beaucoup discuté. Ce gaz de l'Ogaden doit être transporté vers les ports de Djibouti. Et le pipeline, le financement, les études sont déjà là.
nous avons beaucoup discuté sur l'accord intergouvernemental. Là aussi, on a beaucoup avancé. Dans les semaines qui viennent, cet accord doit être signé. C'est 4 milliards d'investissements, 4 milliards de dollars d'investissement. Le gaz pipeline ne se limite pas uniquement à poser les tuyaux, mais il y a une usine de liquéfaction qui va faire travailler des milliers de Djiboutiens qui va être installée à Djibouti, qui elle seule va coûter 2 milliards de dollars, c'est-à-dire des dizaines et des dizaines de milliards de francs Djibouti. Là aussi, ce sera une sorte de changement de paradigme dans les relations économiques entre l'Éthiopie et Djibouti. C'est dans cet esprit-là que la plus forte délégation qu'on ait jamais connue, dans le cadre des commissions mixtes, est arrivée à Djibouti avec près de 11 ministres. Voilà vraiment l'état d'esprit dans lequel nous avons, avec lequel nous avons discuté de ces questions. Bien entendu, les questions sécuritaires ont été également au centre des entretiens. Vous savez qu'en Somalie, les Shabab commencent à reprendre du poil de la bête, comme on dit. Donc il y a les attaques de Nairobi sur lesquelles nous nous sommes penchés pour récemment aussi essayer de prévenir que de telles attaques terroristes n'interviennent pas dans notre pays ou en Éthiopie. Donc des questions extrêmement importantes sur la sécurité. Il y a eu également des questions sur la migration. Pas plus tard qu'hier et avant-hier, plus de 130 à 140 Éthiopiens sont portés disparus au nord de Bok. 2 bateaux ont coulé. On a déjà récupéré près de 43 corps hier. Donc vous imaginez un peu la souffrance que les familles de ces personnes disparues ont aujourd'hui, et ce flux de migrants ne s'arrête pas. Nous avons beaucoup discuté sur la manière de juguler, de réguler cette migration pour éviter que de tels désastres et tragédies humaines ne se répètent. Et c'est juste avant cette rencontre avec le numéro 1 djiboutien que la réunion ministérielle de la 15e commission mixte djibouto-éthiopienne s'est donc clôturée à la salle de conférence de l'Institut diplomatique, durant laquelle plusieurs accords ont été signés. Nous faisons le point avec Samatar Saïd. La réunion ministérielle de la 15e commission mixte djibouto-éthiopienne s'est clôturée ce matin à la salle de conférence de l'Institut diplomatique. Cette rencontre a fait l'objet d'intenses débats fructueux menés de manière sereine et constructive sur tous les volets de la coopération, aussi bien politique et sociale qu'économique et commerciale, qui existe entre nos deux pays. Les différents ministres ont eu un échange de points de vue francs et ont examiné très près et en profondeur les activités quotidiennes des entreprises par chacun des corps concernés. The past 2 days, le ministre des Affaires étrangères, M. Workine Gebreyou, a tenu un discours et il a félicité qu'au cours de 2 derniers jours, les discussions et les délibérations fructueuses sur des questions de la plus haute importance pour les deux peuples. Notre réunion, a-t-il dit, nous a donné l'occasion de passer en revue les accords bilatéraux signés par nos deux pays sur divers sujets courageux, car ils reflètent l'amitié étroite qui unit nos deux pays. As Djiboutians, we believe we cannot. Le ministre des Finances, Ilyas Msedewale, a dans son allocution rappelé que nous ne pouvons pas nous développer nous-mêmes dans les pays voisins et principalement de l'Éthiopie. Je pense que la même chose a souligné le ministre. Nous avions l'habitude de répéter depuis maintenant presque 8 ans. Aujourd'hui, il est important de faciliter la bureaucratie et tout ce qui pourrait retarder nos échanges dans le domaine économique, commercial et transfert des technologies. Nos deux États peuvent agir, a-t-il dit, dans un cadre communautaire en vue d'améliorer leur performance économique et d'assurer en liant les bien-être de nos populations et de nos deux pays. As we pinpointed again and again, le chef de la diplomatie djiboutienne, M. Mohamed Ali Youssouf, s'est félicité de cette rencontre. Elle témoigne, a-t-il dit, la sagesse et de la clairvoyance résidant dans la mise en œuvre de ce que nous décidons au plus haut niveau, ce qui pourrait être inspirant dans le procès-verbaux des accords, qui pourraient être sans un mécanisme approprié de mise en œuvre. Nous ne pouvons certainement pas atteindre l'objectif d'une véritable intégration, d'une coopération efficace. Oui, la volonté politique est là. Une fois le discours terminé, les deux chefs de délégation ont signé le protocole d'accord. Cet accord est une fois de plus mis en exergue la nécessité d'accélérer la mise en œuvre de ces accords pour renforcer davantage les liens existants entre les deux pays.
Également dans l'actualité, sous la présidence de Mohamed Ali Hamed, la 6e séance de la 2e session ordinaire du Parlement de l'année 2019 de la 8e législature a eu lieu ce jeudi dans l'hémicycle. Cette séance qui a vu la participation du Premier ministre Abdelkader Kamel, des membres du gouvernement et de l'ensemble des parlementaires. Elle avait pour ordre du jour l'examen de 6 projets de loi admis, à savoir projet de loi portant ratification de l'accord créant la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECA, et déposé au Parlement le 11 juillet 2018, projet de loi portant adoption du système national de normalisation et de promotion de la qualité, projet de loi portant ratification de l'accord de financement pour le projet En marche vers zéro retard de croissance, projet de loi portant ratification de l'accord de prêt pour le projet intégré de résorption des bidonvilles en République de Djibouti. Et au terme de la séance plénière, le président Hamed a prononcé son traditionnel discours de clôture dans lequel il a mis en exergue les différentes activités réalisées dans les 4 mois des travaux en commission et en plénière. Et dans son intervention, le président de l'Assemblée nationale est revenu sur les différentes réalisations du Parlement, notamment la clôture de la séance budgétaire, les différents séminaires d'information relatifs à la lutte contre la corruption, celui consacré à la politique publique et l'analyse du budget de l'État, ou encore ceux concernant la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Le président de l'Assemblée nationale a souligné l'engagement particulier de la représentation nationale dans la promotion du genre. On l'écoute. Des 4 mois des travaux en commission et en plénière, la session budgétaire ouverte le 1er octobre 2018 prend fin aujourd'hui. Le projet phare de notre session parlementaire est sans conteste l'engagement de notre hémicycle dans la question du genre, puisque nous avons pris la décision de fonder un caucus genre au sein de notre Assemblée nationale. En ce sens, nous avons organisé un atelier de renforcement des capacités des parlementaires dans leur action pour égalité femmes-hommes. Notre pays est une terre d'accueil et de transit pour des centaines de milliers de migrants et de réfugiés. La vulnérabilité de ces personnes nous impose une attention particulière. Aussi, nous avons organisé une séance d'information aux parlementaires sur la question des migrants et des réfugiés. La clôture de cette session budgétaire intervient dans un contexte national marqué par un engagement et des efforts communs pour maîtriser les dépenses publiques afin d'accélérer le développement et atteindre plus rapidement les objectifs de bien-être pour nos populations. Je salue enfin le peuple djiboutien qui est habité par une foi inébranlable en l'avenir et qui poursuit sa quête du progrès et du développement sous le leadership du président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh. Un leadership reconnu et salué par tous, à l'image de la distinction de la République de l'Inde, de la Padma Vibhushan, l'une des plus hautes distinctions civiles indiennes consacrées et couronne les engagements permanents de notre chef d'État en faveur de la sécurisation, la stabilisation et la pacification de la Corne de l'Afrique. Je voudrais, au nom de la représentation nationale, adresser à son Excellence, Monsieur le Président de la République, nos plus vives et chaleureuses félicitations pour cette haute distinction. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, mes chers collègues, c'est l'occasion pour nous de remercier de vive voix l'ensemble de nos partenaires qui ont pris l'engagement d'être à nos côtés. Permettez aussi, chers collègues, que je remercie l'ensemble des assistants de l'administration parlementaire qui nous ont accompagnés avec loyauté et abnégation. Permettez également de féliciter le Premier ministre et les membres du gouvernement qui n'ont ménagé aucun effort pour participer à tous les niveaux aux travaux de cette session avec l'ensemble des services compétents de leur département. Honorables députés, Mesdames et Messieurs les députés, je vous souhaite d'agréables et studieuses vacances dans vos circonscriptions respectives. Également dans l'actualité, un atelier a été donc de lancement d'un exercice national ayant pour objet l'actualisation de la liste des médicaments et matériels essentiels a été organisé par le ministère de la Santé au Palais du Peuple. La suite dans ce commentaire.
Il a pris ce matin un atelier de lancement d'un exercice national ayant pour l'objet l'actualisation de la liste des médicaments et matériels essentiels destinés aux structures de soins de 3 niveaux de la pyramide sanitaire. Cette cérémonie qui s'est déroulée au Palais du Peuple a vu la participation de l'ensemble des partenaires techniques et financiers, des responsables des structures de soins du pays, des hauts cadres du département du ministère de la Santé. Cette liste des produits de santé constitue un outil stratégique au service d'une planification efficace en matière d'acquisition. Elle est guidée par les directives nationales en matière de prise en charge des pathologies les plus courantes et permettra à chaque niveau de la pyramide sanitaire de disposer d'une sélection de produits médicaux. Aujourd'hui, le ministère de la Santé est entièrement en charge des soins des réfugiés. Donc on ne peut plus parler des soins des populations djiboutiennes sans parler des soins de la population réfugiée, parce que nous voulons qu'on bannisse ensemble le système parallèle dans les camps des réfugiés, que les populations qui y vivent utilisent les mêmes infrastructures, les mêmes équipements, les mêmes médicaments pour le bien-être de ces populations. Dans son intervention, la représentante de l'UNICEF, Mme Djenabou Mohandé. Je voudrais tout d'abord remercier très chaleureusement le gouvernement de Djibouti, à travers le ministère de la Santé, qui a encore une fois de plus accordé son attention sur l'amélioration du statut de santé des populations à travers cet exercice, en vue d'assurer leur conformité aux standards et normes internationales en matière de santé et surtout aux besoins des populations en général et des enfants en particulier dans le pays. Le représentant de la Banque mondiale, M. Atousek, a souligné l'importance, la prévision de la liste des médicaments qui garantira, a-t-il dit, une prise en compte des priorités du ministère. Cette révision des médicaments est très importante car elle garantira la prise en compte des nouvelles priorités en matière de santé et de mise à jour des indices que nous suivons tous. Au-delà de la liste des médicaments essentiels elle-même, il est important de garantir la fourniture d'un approvisionnement fiable et de haute qualité en produits de santé essentiels. Les médicaments essentiels sont ceux qui répondent aux besoins de la santé prioritaire d'une population. Ils sont sélectionnés en fonction de la prévalence des maladies, de l'innocuité, de l'efficacité et d'une comparaison des rapports coût-efficacité. Ils devraient être disponibles en permanence dans le cadre de systèmes de santé opérationnels en quantité suffisante, sous la forme galinique qui convient, avec une qualité assurée et un prix abordable pour les individus, pour les communautés et aussi pour les praticiens. Elle sera mise à la disposition des prestataires des soins dans les structures publiques et participera à une harmonisation de la pratique médicale sur l'ensemble du territoire. Et dans son discours d'ouverture, le ministre de la Santé a exhorté l'ensemble des prescripteurs à participer activement aux travaux pour qu'in fine, les investissements consentis soient traduits en gains de qualité dans la prise en charge de nos populations. On écoute le ministre. L'actualisation d'une liste nationale de médicaments essentiels revêt d'une importance cruciale dans l'amélioration de la disponibilité des produits médicaux dans les services de santé. Elle en permettra une meilleure quantification, une planification et un suivi plus rigoureux en matière d'acquisition. En effet, de nombreux médicaments qui ne sont pas indispensables circulent et leur grand nombre pose un réel difficulté et problème de gestion à plusieurs niveaux de la pyramide sanitaire. Ainsi, cette liste constituera un outil stratégique pour toutes les acquisitions et permettra à la centrale d'achat et des médicaments et matériel essentiel, la CAM, d'assurer un approvisionnement régulier de médicaments de qualité à l'ensemble des structures de la pyramide sanitaire. Toujours en nouvelle nationale, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle Moustapha Mohamed Mahamoud a parrainé aujourd'hui la cérémonie de lancement de l'atelier de validation de la stratégie nationale d'éducation préscolaire. La cérémonie qui s'est déroulée au Djibouti Palace Kempinski a vu la participation des ministres des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Warf, Moumin Hassan, de la ministre de la Femme et de la Famille, Moumin Ahmed Hassan, ainsi que la représentante de l'UNICEF, Djenabou Mohandé, des experts djiboutiens et internationaux, de nombreux cadres et responsables des départements ministériels
ministériels concernés et des officiels de l'UNICEF qui ont pris part à cet atelier. Il faut rappeler que le MENFOP avait lancé une vaste étude sur le développement du préscolaire dans notre pays avec le concours de l'UNICEF, étude qui a débouché sur un rapport diagnostic validé lors d'un atelier précédent et qui a permis l'élaboration d'une stratégie nationale d'éducation préscolaire qui couvrira toutes les actions éducatives faites à l'échelle nationale dans ce domaine. De son côté, la représentante de l'UNICEF, Janabou Maondé, s'est dite réjouie et a salué les efforts du MENFOP pour le développement de la stratégie nationale d'éducation préscolaire qui s'appuie sur un état des lieux de la situation actuelle, tant en termes d'acquis des élèves que des structures existantes. Pour qu'elle soit validée, il a fallu 3 grandes étapes. La première étape, c'était une étude diagnostique qui a couvert toute l'échelle nationale. Et cette étape a été vraiment un diagnostic sans concession sur toutes les structures qui donnent le préscolaire. Que ce soit au niveau du privé, que ce soit au niveau du laïc, que ce soit au niveau de l'éducation nationale, que ce soit au niveau de madrasa. C'est fut un travail d'enquête, mais en même temps, ce travail d'enquête a été associé à un travail qualitatif. Donc il a fallu s'entretenir avec les parents, il a fallu s'entretenir avec les enseignants, avec tous les intervenants et les acteurs du préscolaire. Écoutons à présent l'intervention de la ministre de la Femme et de la Famille, Moumina Hamad Hassan. Aujourd'hui, nous sommes réunis dans cette salle pour parler du préscolaire. Le préscolaire, je pense que c'est la première initiative et l'initiative la plus importante pour le développement du capital humain. Ensuite, c'est l'effort, c'est l'espace et l'endroit où on donne l'amour à l'enfant pour l'apprentissage. C'est dans ces premiers jours de la vie de la petite enfance qu'on donne les premiers outils importants pour tout responsable. Le préscolaire vient contribuer au travail que les parents font. Donc c'est un travail lourd de responsabilité, c'est un travail éprouvant, mais ça peut devenir un travail gratifiant. Et je tiens à préciser et à le dire, effectivement, le ministère de la Femme et de la Famille a la responsabilité d'entreprendre et d'initier des activités, des programmes, des projets pour le développement de la petite enfance. Mais je rassure et je réitère la volonté du ministère de la Femme et de la Famille à travailler étroitement avec le ministère de l'Éducation nationale, pour l'atteinte des objectifs de cette stratégie, et toute initiative et action entreprise pour le développement de la petite enfance se fera en étroite collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale. Et pour sa part, le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Waqf, Moumin Hassan Barri, a rappelé l'importance de cet atelier. On l'écoute. Je tiens à féliciter mon collègue, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, pour la mise en place d'une stratégie nationale du préscolaire qui vient à point nommé, car elle jette le jalon d'une nouvelle vision de l'avenir générationnel. Nous allons travailler en concert avec l'Éducation nationale sur ces objectifs communs, étant donné que la culture et la religion s'acquièrent par apprentissage. Elle contribue à fixer les repères et enrichir les choix. Afin d'harmoniser les méthodes et les manuels didactiques, je crois qu'il est primordial de mettre fin à cette dualité qui caractérise notre système éducatif. Le bilinguisme doit être, à mon sens, vu comme source de richesse et d'échanges. Grâce à la politique clairvoyante du président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, des progrès et des acquis ont été réalisés, et notamment dans cette prise de conscience des enjeux de l'éducation pour l'avenir de notre pays. Je réitère mes félicitations à mon collègue pour cette initiative louable qui renforcera sans aucun doute
les orientations données à l'école djiboutienne moderne depuis l'âge préscolaire jusqu'aux études universitaires et académiques. Je vous remercie. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et clôturant la série des interventions, le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mohamed Mahamoud, a mis l'accent sur l'intérêt majeur de cette stratégie nationale du préscolaire qui complète le travail des parents et prépare les tout-petits à une scolarisation mieux réussie. Conformément donc aux orientations du président de la République, son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a lancé, dès juillet 2018, une vaste étude sur le développement du préscolaire dans notre pays avec le concours de l'UNICEF. La stratégie nationale d'éducation préscolaire met en place un cadre collaboratif, sectoriel, cohérent, qui convient à nos yeux et à tous les acteurs qui peuvent nous permettre de réaliser les objectifs fixés. Le ministère de l'Éducation nationale se donne pour objectif de généraliser, Inch'Allah, de manière progressive, sur une période de 5 ans, l'éducation préscolaire. C'est un immense défi éducatif que nous devons relever tous ensemble, car toutes les études internationales montrent que l'éducation préscolaire impacte directement l'amélioration de la qualité des enseignements-apprentissages. C'est pourquoi j'invite tous les acteurs nationaux et internationaux engagés dans ce processus d'examiner de manière réfléchie et profonde ces stratégies nationales d'éducation préscolaire en vue d'en faire, Inch'Allah, un outil au service du développement du préscolaire. Par ailleurs, les préscolaires constituent un axe stratégique majeur dans le nouveau projet transformateur du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Les résultats attendus dans ce segment de l'enseignement fondamental seront appréciés par nos partenaires que sont bien sûr la Banque mondiale, les partenaires mondiaux pour l'éducation et bien sûr l'UNICEF. Également dans l'actualité, un drame en mer s'est produit mardi où une embarcation a chaviré causant la mort de 53 personnes et 16 personnes secourues dans le secteur de Godoria dans la région d'Obok. Ces opérations sont menées par les gardes-côtes djiboutiens en étroite collaboration avec les éléments de la Marine nationale. 53 corps ont été repêchés par les secours et on a retrouvé 15 survivants, toujours à la recherche de 70 clandestins de cette embarcation. Les secours sont toujours à pied d'œuvre. Les forces armées de la région d'Obok, les gardes-côtes, la gendarmerie nationale, la police nationale, la marine nationale et les autorités locales dont le préfet d'Obok étaient dans la zone du naufrage à Godoria pour porter secours et assistance. Et suite à ce drame en mer survenu mardi à Godoria dans la région d'Obok, le préfet de la région d'Obok, Hassan Dabali Ahmed, a précisé que toutes les autorités administratives et militaires sont en action dans le secteur pour porter secours aux naufragés et recueillir les corps en mer. Le préfet a félicité toutes les autorités administratives et militaires sanitaires ainsi que l'Agence des Nations Unies dans l'OIM pour la forte mobilisation suite à ce drame en mer. Le préfet a annoncé que la gendarmerie a ouvert une enquête pour retrouver les responsables de ce drame qui seront traduits devant la justice. Et en nouvelles du monde à présent, catastrophe au Brésil, au moins 99 morts et 256 disparus. Le bilan de la catastrophe minière au Brésil s'est alourdi. On compte désormais 99 morts et 259 disparus. De nouveaux corps ont été retrouvés dans la marée de boue après la rupture du barrage vendredi dans la région de Minas Gerais, au sud-est du pays. Béché, creusé encore et toujours avec l'espoir de retrouver des survivants, même si 6 jours après la catastrophe minière dans le sud-est du Brésil, il s'amenuise. Depuis samedi, aucun survivant n'a été retrouvé dans la zone d'éboulement. Malgré le travail ininterrompu des secours aidés par les hélicoptères, les autorités craignent que le total de morts s'élève à 360, ce qui ferait de la rupture du barrage de Brumadinho la catastrophe minière la plus meurtrière au Brésil. Jefferson Ferreira, venu initialement rechercher sa sœur dans la boue, a sauvé une adolescente de 15
15 ans, bloqué jusqu'au coude. Le vent a emporté ma casquette. Il y avait de la boue sur son visage et le mien, se souvient-il. Le pilote s'est approché de nous. On a eu du mal à la soulever, mais tout s'est bien déroulé. Dieu merci. La vidéo est devenue virale au Brésil, faisant de Jefferson un héros national. Et lui garde un souvenir amer. Sa sœur est toujours sur la liste des disparus. Jusqu'ici, les secours ont découvert 99 corps sans vie dans ce paysage de désolation. Plus de 250 personnes sont toujours portées disparues. Et enfin, c'était dans les titres, vague de froid historique aux États-Unis. Chicago est toujours plongé ce jeudi dans un froid polaire avec des températures proches des moins 30 degrés. La rivière qui traverse la troisième ville américaine est gelée. Hormis Chicago, c'est toute la région des Grands Lacs, le nord du Midwest et les plaines du nord qui sont touchées par un vent glacial venu de l'Arctique. Un froid littéralement saisissant, comme le montre un journaliste. Un t-shirt se rigidifie à l'extérieur en seulement 4 minutes. Cet épisode est-il une nouvelle illustration des changements climatiques? Pour le climatologue Luigi Romolo, difficile de tirer des conclusions définitives. Plus il y aura des vagues de froid comme celle-ci, plus nous pourrons affirmer qu'elles sont liées au changement climatique. En tant que fervent partisan de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, je ne peux moi-même pas vous dire que ce froid est lié au changement, donc au réchauffement de la planète. Le nord-est des États-Unis n'avait pas connu un tel épisode de froid depuis 20 ans. C'est tout pour ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme sur Télé Djibouti.